Il est 13 heures, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans ce journal accessible aux sourds et aux malentendants. Le Premier ministre Patrick Achi était récemment à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une visite de travail. Il a pu se rendre sur les chantiers de renforcement de la voirie et de construction de nouvelles voies. Et visiblement, les travaux avancent bien. C'est à suivre au tout début de journal. À l'instar de la communauté internationale, la Côte d'Ivoire commémore également ce 16 septembre la journée mondiale de l'ozone, une célébration dédiée à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. Et cette année, le thème retenu est Protocole de Montréal, 35 ans, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Au Congo central, dans l'ouest de la RDC, l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit du 14 au 15 septembre a fait plusieurs victimes. Un responsable de la société civile fait état d'au moins 15 morts, alors que le bilan officiel donné par le gouverneur de la province dans la journée évoque 9 décès et une vingtaine de blessés graves. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier à Rome, en Italie, pour une visite officielle au Vatican. Le chef de l'État a été accueilli par les autorités du Vatican, le Premier ministre Patrick Achi, la ministre d'État Candia Camara, ainsi que par le corps diplomatique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Le président de la République aura une rencontre sa sainteté, le pape François, et prendra part à un déjeuner de travail avec le président de la République italienne, Sergio Mattarella. Avant d'effectuer le déplacement du Vatican, Patrick Achi était à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour une visite de travail. Le Premier ministre s'est rendu sur les chantiers de renforcement donc de la voirie et de construction de nouvelles voies. Et puis, je le disais au sommaire, les travaux avancent bien. Sam Conan, reportage. La ville de San Pedro est en chantier. Un peu partout, les travaux de renforcement de la voirie et de construction de nouvelles routes sont visibles. Comme ici, au corridor 3S, jusqu'au corridor de Tabou en passant par la gare routière, la construction de 2 fois 2 voies, avec un dédoublement du pont sur le fleuve Sassandra. Du côté de la côtière, les travaux de renforcement se poursuivent, avec déjà des bitumages par endroits. Le Premier ministre Patrick Achi, en visite de travail dans la deuxième ville économique du pays, s'est rendu sur les chantiers pour se faire une idée. Il y a 25 km de voirie qui étaient donc prévus, plus de la voirie dans le cadre de la Cannes, et ici environ une quinzaine de kilomètres de voies, 2 fois 2 voies pour pouvoir désengorger les routes qui vont vers la côtière, qui vont vers Grand-Béréville et qui vont dans le centre-ville. Donc ces travaux sont relativement bien avancés, on en est à pratiquement 75%. Donc en tout début d'année prochaine, ces travaux devraient être achevés. Nous sommes heureux de la qualité des travaux, de la façon dont ça a été fait. Il est évident que ça va changer complètement la vision de la ville, la fluidité de la ville, et donc certainement faire de San Pedro l'une des plus belles villes de Côte d'Ivoire, ce qui est la volonté du chef d'État. Et on n'a aucun doute, comme je le disais tout à l'heure, que pour ceux qui viendront assister à la Cannes, ça sera la plus belle Cannes dans la plus belle ville. Avec la construction de ces nouvelles voies, les bus de la Soutra qui arrivent incessamment pourront circuler plus aisément, pour le bonheur des pétriciens. Et c'est par l'une de ces routes qu'on rentre à Abidjan. Mercredi dernier, lors du Conseil des ministres, le gouvernement s'est intéressé aux questions de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Occasion pour le gouvernement d'examiner les dispositions prises pour le bon déroulement de l'année scolaire qui démarre. Plusieurs mesures fortes ont été arrêtées. On en parle maintenant avec Mahama Traoré. L'école, elle reste et demeure une priorité pour le gouvernement, ce qui justifie le déploiement de moyens conséquents pour traduire cette priorité en réalité. Pour cette rentrée scolaire 2022-2023, l'État prévoit de distribuer plus de 5 millions de kits et plus de 6 millions de manuels scolaires pour un coût global de 17 milliards de francs CFA, sans compter les 3 milliards de francs CFA investis dans la fourniture de 167 000 tables bancs au profit des établissements scolaires publics. Ce n'est pas tout. Il s'agit également de la mise à disposition d'un montant cumulé de 18 milliards de francs CFA virés sur les comptes des différents COJES
qui, conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne lève plus de cotisation auprès des parents d'élèves. Il s'agit également de l'ouverture d'une classe du préscolaire dans toutes les écoles primaires publiques, en privilégiant dans un premier temps les zones rurales, de façon à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Le Conseil des ministres de ce 14 septembre a également examiné la situation de la prochaine rentrée universitaire unique prévue le 3 octobre prochain. Là également, le gouvernement a pris des dispositions visant à améliorer l'hébergement et la qualité des repas servis aux étudiants des universités publiques. D'ailleurs, de nouveaux restaurants ouvriront cette année au sein des universités d'Abou-Bois-Djamé et de Cocody. Au niveau de l'enseignement supérieur, il s'agit notamment du renforcement de la capacité d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture des résidences universitaires de Huyansville, d'Adjamé 220 logements et de Vridi, de la réhabilitation des résidences universitaires d'Abobo 1 et 2, de Port-Boué 3, de Daloa, Daloa c'est environ 1200 lits, et de Korogo pour 2400 lits. Il s'agit toujours du lancement en novembre 2022 de la construction de nouvelles résidences universitaires de Cocody pour environ 500 lits, d'Abou-Bois-Djamé pour 2000 lits et de Boaké pour 2000 lits. La Côte d'Ivoire solidaire se manifeste également dans les universités publiques. L'État prévoit une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour venir en aide à 2600 étudiants recensés par les services sociaux des CROU, centres régionaux des œuvres universitaires. Cette dynamique de créer les conditions idoines visant à forger le capital humain s'étend à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il s'agit, comme mesure spécifique, du maintien des mesures exceptionnelles prises en 2021 relatives à la réduction du coût de la scolarité, notamment la suppression des cotisations exceptionnelles et des frais de dossier. Il s'agit également de la mise à disposition d'équipements et de matériel didactique au profit des élèves des ETFPA, donc des établissements techniques de formation professionnelle, à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA, afin de permettre aux établissements d'enseignement technique et de la formation professionnelle de fonctionner régulièrement. En vue de faciliter les conditions d'apprentissage, le gouvernement vient d'instituer une bourse de mobilité accordée aux élèves ou apprentis en immersion dans une structure de formation, une entreprise ou une institution à l'étranger. Un reportage signé Mahama Traoré. Les armes bactériologiques ou à toxines sont interdites en Côte d'Ivoire. Un projet de loi vient d'être déposé par le ministre d'État, ministre de la Défense, sur la table des sénateurs de la Commission de la Sécurité et de la Défense. Une occasion saisie par Téné Birahima Ouattara pour rassurer les Ivoiriens quant à un dénouement rapide de l'affaire des 46 soldats ivoiriens retenus au Mali. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. En adhérant en 2016 à la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction, la Côte d'Ivoire est désormais comptable subséquente notamment de l'adoption des mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à sa mise en œuvre. C'est tout le sens de la présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, devant la Commission de la Sécurité et de la Défense du Sénat. Même si la Côte d'Ivoire n'a pas de menace à la matière, mais il est important de prévenir. Nous faisons partie d'un ensemble de pays, à le concert des nations, et nous avons le besoin, le souci d'adhérer à cette convention pour pouvoir bénéficier de l'appui de pays qui sont expérimentés à la matière pour pouvoir nous apporter tout le soutien dont nous avons besoin pour nous protéger contre
l'invasion d'armes biologiques ici en Côte d'Ivoire. La situation des 46 soldats encore détenus au Mali a également été abordée. Je voudrais rassurer les familles des soldats que ces soldats, les 46 soldats encore détenus au Mali, se portent bien. Le président de la République s'est envolé ce matin pour Rome. Ensuite, il ira aux Nations Unies pour la 77e session de l'ONU. Au cours de cette réunion se tiendra une réunion extraordinaire des pays membres de la CEDEAO pour statuer sur la situation prévalente entre la Côte d'Ivoire et le Mali relativement à la détention injustifiée des 46 soldats ivoiriens. Comme l'a indiqué le président de la République, nous pouvons rassurer les Ivoiriens que ce problème va connaître un dénouement très rapidement. La Chambre haute du Parlement a tenu à saluer le travail abattu par Téné Birahima Ouattara aux côtés du président de la République pour la défense nationale. Je vais aller plus loin que mes camarades. J'aurais souhaité que vous nous autorisiez à nous lever pour acclamer Monsieur le ministre. Point besoin de rappeler que le projet de loi est passé comme une lettre à la poste. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné de quelques députés, se sont rendus ce vendredi même à l'ambassade du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire pour présenter les condoléances de leur institution suite au décès de la reine Elisabeth II le 8 septembre dernier. Occasion pour Adama Bictogo de réaffirmer la longue amitié, la grande amitié entre les deux pays. La couche d'ozone se trouve dans la haute atmosphère terrestre et nous protège contre les rayonnements ultraviolets du soleil, nocifs pour les êtres vivants. Ce 16 septembre, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Le protocole de Montréal a 35 ans, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. C'est donc cela le thème retenu pour cette célébration 2022. Le protocole de Montréal a permis de protéger depuis son adoption la couche d'ozone, ce qui en a fait l'un des accords environnementaux les plus positifs jusqu'à présent. Le ministre de l'Environnement dresse le bilan de la lutte en Côte d'Ivoire. Depuis 1987, les pays signataires du protocole de Montréal luttent pour la protection de la couche d'ozone. Fragile écran de gaz qui protège la Terre des rayons dangereux du soleil nocif pour les êtres vivants. Cette prise de conscience collective des pays a permis à ce jour de réduire de plus de 80% la production et la consommation des substances appauvrissant la couche d'ozone. Au plan national, la Côte d'Ivoire a également réalisé des avancées dans ce sens. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers le Bureau national ozone, a mené avec succès plusieurs activités d'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone consommées en Côte d'Ivoire. C'est notamment les cas de certains fréons utilisés dans la production du froid, la fabrication de la mousse des aérosols qui ont été éliminés depuis le 1er janvier 2010, des halons pour l'extinction des incendies en 2005, du bromure de méthyle pour le traitement du cacao stocké avant exportation en 2015. Pour cette 35e édition, Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable, invite les populations à plus de vigilance pour garder le cap. La couche d'ozone étant un bien collectif, le thème protocole de Montréal, 35 ans, une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre, nous rappelle que non seulement l'ozone est crucial pour la vie sur Terre, mais que nous devons continuer à la protéger pour les générations futures. La célébration officielle de cette 35e édition de la Journée mondiale de l'ozone se tiendra ce 16 septembre à Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Un reportage signé Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. C'est officiel, la SADA vient de lancer ses activités en Côte d'Ivoire. Par SADA, comprendre Smart Africa Digital Academy. La structure implémente donc ces solutions et approches liées à la démocratisation de l'accès et de l'utilisation de l'outil informatique sur
sur tout le territoire ivoirien. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique était présent à la cérémonie de lancement. Walter Amadou Ouattara y était aussi. D'ici à 2030, Smart Africa Digital Academy, en abrégé SADA, ambitionne de contribuer significativement au développement de l'écosystème de compétences numériques pour impacter 100 millions de citoyens africains. Déjà présente dans une trentaine de pays, cette structure œuvre en faveur de la réduction de la facture numérique. Elle s'étend maintenant à la Côte d'Ivoire. Le directeur général de SADA annonce de vastes chantiers. Les initiatives seront axées sur la sensibilisation et la certification en matière de cybersécurité, la formation avancée, la formation des enseignants, la formation des cadres et bien plus encore. Je suis heureux d'annoncer qu'un centre d'innovation en matière de cybersécurité sera bientôt créé au niveau national afin de combler le déficit de compétences en cybersécurité. La Banque mondiale et la GIZ soutiennent ce programme. Depuis sa création en 2020, SADA a déjà obtenu des résultats remarquables avec bien sûr d'autres partenaires comme la Banque mondiale. Grâce à la plateforme d'apprentissage Atinghi développée par le gouvernement allemand, SADA peut également proposer des cours sous format numérique et ainsi attendre beaucoup plus de participants à leurs cours de formation. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, lance officiellement SADA Côte d'Ivoire. Son département y trouve une opportunité de collaboration au profit de l'amélioration du taux d'alphabétisation numérique, estimé à 6% relativement aux 29 millions d'habitants en terre ivoirienne. Le 22 décembre 2021, la Côte d'Ivoire a adopté sa stratégie nationale du numérique à l'horizon 2025. Cette stratégie est basée sur 7 piliers, dont le 4e a pour objectif de développer et de promouvoir les compétences numériques. ANSA Côte d'Ivoire va donc être un des véhicules clés pour l'opérationnalisation des projets à caractère donc, de sensibilisation et de formation. Des contributions interactives, de l'assistance à partir de l'Internet et la signature d'un protocole d'accord entre SADA Africa et la République de Côte d'Ivoire, des temps forts de cette cérémonie de lancement. On passe maintenant au chapitre Covid, ce chapitre qui fait un peu grincer les dents avec ces chiffres qui grimpent et qui grimpent. Des chiffres qui peuvent même donner le tournis. Ce virus a par exemple touché 611 millions de personnes à travers le monde et en a tué 6,52 millions. En Côte d'Ivoire, avec les 17 nouveaux cas recensés hier, on en est à 86 990 cas confirmés depuis le début de la pandémie, il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, 822 hommes et femmes ont définitivement perdu le combat contre le petit monstre qui tue. On peut le dire, le centre de santé de Niangon-Lokwa renaît de ses cendres. Niangon-Lokwa, dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan. Le centre qui allait mal a été soigné et il se tient maintenant de nouveau sur ses 2 jambes, réhabilité, rénové par les bons soins d'une organisation non gouvernementale. C'est Patricia Omouetia qui a fait le constat. Réhabilité s'est déroulé en présence du personnel du centre de santé de Niangon-Lokwa et des membres de l'association des jeunes de Niangon. Un acte social pour permettre aux patients d'évoluer dans un cadre sain. Pour le personnel du centre, c'est une initiative à encourager. Nous sommes très heureux parce que vous savez qu'au niveau de la santé, lorsqu'il y a la propriété, ça attire les malades. Nous ne sommes pas là pour donner la maladie. Nous sommes là pour éviter la maladie. Le président de l'association veut, à travers cette initiative, aider le gouvernement ivoirien qui œuvre au quotidien pour le bien-être des populations et lance un appel aux bonnes volontés pour continuer de maintenir ce cadre propre et accueillant. Puis même la réhabilitation, je pense que l'affluence a commencé. L'hôpital est bondé du monde et c'est notre satisfaction. Une visite guidée des locaux a mis fin à la cérémonie.
À Bouna, dans la région de Bonkani, ce sont des équipements médicaux qui ont été remis pour le bien-être des populations. Et parlons de bien-être, justement, Bouna est une zone où les femmes souffrant de fistules obstétricales sont traitées et affichent un taux satisfaisant de 85%. La fistule obstétricale, c'est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie et ou le rectum dû à un travail prolongé et qui se produit en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. Je m'arrête là, on part à Bouna. Plus de 250 nouveaux cas de fistules obstétricales enregistrés chaque année au plan national. Au niveau du district du Zanzan, l'un des plus touchés, le niveau de l'affection culmine à 1,4% chez les femmes de 15 à 49 ans. Mais la campagne de traitement initiée par le gouvernement et ses partenaires a enregistré un taux de réussite dans l'ordre de 85%. Au-delà donc de la campagne sur la fistule obstétricale qui est en train d'être faite, il y a tout un ensemble d'actions qui sont menées, également en partenariat avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour accompagner les femmes du Bonkani, les accompagner, les autonomiser, ça aide à lutter contre la pauvreté. Grâce à la mutualisation des efforts, les acteurs contre les fistules s'engagent à éliminer cette complication obstétricale à l'horizon 2030. Des dons d'équipements ont été faits à l'hôpital de Bouna, notamment une ambulance de transfert, des lits d'hospitalisation, un groupe électrogène et des plateaux médicaux. Je voudrais lancer un appel à mes sœurs, à nos mamans, pour qu'elles viennent dans les centres de santé lorsqu'elles sont en grossesse pour être suivies, mais surtout qu'elles utilisent donc nos services pour les accouchements, parce que les accouchements mal gérés conduisent à ces maladies-là. Mais même quand elles sont malades, elles doivent s'adresser donc à nos services pour être prises en charge. Le gouvernement prévoit aussi d'importants investissements dans le secteur de la santé, notamment la construction de l'hôpital général de Doropo et de 10 établissements de premier contact dans les localités situées le long de la zone frontalière avec le Burkina Faso. Un reportage signé Jean-Marc Djadji et Franck Kouao. Bonne santé à vous toutes, chères mamans qui nous suivez en ce moment même. On quitte Bouna, on roule quelques 560 km et on est à Abidjan. Là, on met le cap sur Treichville, au sud de la ville, pour parler mérite et excellence. Les meilleurs élèves de la commune viennent d'être récompensés par le conseil municipal. Une action qui vise à encourager non seulement les élèves, mais aussi l'ensemble des acteurs de l'école. Godefroy Okambawa. Ils sont issus de tous les niveaux de l'enseignement secondaire. Ces lauréats, baptisés les Oscars de l'excellence de la commune de Treichville, sont récompensés pour leurs meilleurs résultats obtenus au cours de l'année scolaire. Au nom de ses pairs, le porte-parole des élèves a pris l'engagement de hisser haut le drapeau de la commune de Treichville dans le système éducatif ivoirien. Nous nous engageons à multiplier les efforts afin de vous faire l'honneur à travers nos résultats scolaires. Le maire de la commune, François-Albert Amichia, initiateur de ces prix, a au nom du conseil municipal et de l'honorable Ami Tungara, député de Treichville, exhorté les élèves à redoubler d'efforts dans le travail. Occasion pour lui de traduire également au corps enseignant et à l'administration des établissements de la commune sa reconnaissance. Félicitations à nos jeunes enfants. Félicitations d'avoir représenté dignement la cité Nzassa. Merci à toute la famille de l'éducation nationale et plus particulièrement celle de notre commune qui, à travers les résultats obtenus au bac, au BLPC et à l'entrée en 6e, positionne Treichville au-dessus de la moyenne nationale. François-Albert Amichia n'a pas manqué de saluer les réformes engagées par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Il a invité par la suite les parents d'élèves à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants pour le rayonnement de la commune de Treichville. Et du côté de Méagui, pour la rentrée scolaire 2022-2023, le directeur régional de l'éducation nationale de la Nawa, lui, exhorte les acteurs du système éducatif au strict respect des recommandations de la ministre. C'était lors d'une réunion de rentrée au lycée moderne de Méagui, en présence des autorités préfectorales. On reste avec Godefroy Okambawa.
C'est en présence du préfet du département de Miyagi, Kwaku Atrijak, et des acteurs et partenaires du système éducatif de la région de la Nawa que le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Vazoumana Sissé, a indiqué que plus rien ne sera comme avant dans nos systèmes éducatifs. Désormais, les acteurs de l'école doivent s'approprier les valeurs de rigueur et de bonne gouvernance, comme le souhaite la tutelle. J'ai demandé la bonne gestion administrative. J'ai demandé l'implication en matière de structure dans tout ce qui est production de documents et d'actes numériques. Donc surtout s'impliquer dans la gestion des candidatures d'examen. Parce que l'année passée, on a eu suffisamment de problèmes avec ces candidatures-là. En plus de renforcer la conscience professionnelle, les acteurs du système éducatif sont appelés à soutenir la lutte contre la fraude et les vices qui minent l'école. Après cette réunion de rentrée, qui a été riche en enseignement et en instruction, je voudrais qu'on retienne que, au titre des ressources des COGES, l'État a déjà donné la subvention qu'elle avait promise. Et donc, nous demandons plus de rigueur dans la gestion de ces fonds-là. Donc la bonne gouvernance. Parce que chacun répondra de ses actes. Et pour réussir à relever ces défis, le préfet de Miyagi, Kwaku Atrijak, exhorte les parents d'élèves et les élèves à une synergie d'action pour que l'école joue son rôle premier, celui d'offrir au pays des cadres compétents. Du côté d'Agny-Bilekro, dans l'indénié du Hablin, l'heure était à l'investiture de la mutuelle de développement de Nguessankro. Une cérémonie qui s'est faite en présence du ministre du Tourisme. Siandou Fofana en a profité pour inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. C'était au micro RTI 1 d'Éric Gorebi. Etienne Govi Alphonse prend les commandes. Désormais, c'est lui qui préside aux destinées de la mutuelle de développement du village de Nguessankro. Village situé dans la sous-préfecture de Tanguelan, dans le département d'Agny-Bilekro. Cette mutuelle est un outil de développement et plusieurs défis l'attendent. C'est pourquoi la cérémonie d'investiture du président de la mutuelle a réuni les populations de toutes les couches sociales, dont un invité de marque. Le ministre Siandou Fofana était présent. Ce fils de la région avait à ses côtés des têtes couronnées, garants des us et coutumes. Le nouveau président investi prend devant la population des engagements fermes. Je m'inscrirai dans la continuité de leurs actions, tout en comptant sur vous, parents. Je prends donc l'engagement, avec l'aide de Dieu, de poursuivre ce qui a été entrepris comme projet de développement. À son tour, le ministre Siandou Fofana a salué les membres de la mutuelle et invite les populations à l'esprit de fraternité et de cohésion. Je vous retourne maintenant, ainsi qu'à l'ensemble de la notabilité des chefs, ce qui vous revient de droit. Notre réussite, notre bonheur et aussi le vôtre. Nous ne pourrons jamais vous le rendre. Seul Dieu peut vous rétribuer au-delà de vos attentes. C'est pourquoi nous prions Dieu de vous garder longtemps parmi nous pour que vous voyez les merveilles de notre monde. Cette cérémonie d'investiture a connu plusieurs articulations, dont la pose de la première pierre du collège moderne Nguessankro. La nouvelle garderie du village a été inaugurée par le préfet de la région du Gbeke, Thiofosier. Il y a du sport dans ce journal et c'est du football. Après un mois de compétition, le tournoi régional Children of Africa a connu son apothéose le week-end dernier à Bengourou, un tournoi doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara qui vise à occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires. Ivoire Academy, vainqueur de la 5e édition du tournoi régional Children of Africa, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Après un match âprement disputé face à l'équipe de ACED, c'est sur le score d'1-0 que Ivoire Academy est venu à bout de son adversaire. Remettant le trophée à l'équipe victorieuse, le ministre Roger Adom a traduit toute sa reconnaissance à la première dame qui a permis aux enfants de la région de l'Indéné-Guablin de s'occuper sainement pendant les vacances scolaires. On ne peut dire que merci pour l'initiative, mais elle a fait tellement de belles initiatives. Donc une de plus,
Et merci aussi donc à toute son équipe qui a organisé de main de maître avec différentes régions, dont la nôtre. Le promoteur du tournoi au niveau régional, le vice-président du conseil régional de l'Indénique-Guablin, Delma Mohamed Salis, a salué le ministre Roger Adom et l'ensemble des cadres pour leur soutien respectif à l'organisation du tournoi. Merci à monsieur le ministre Roger Félix Adom de ménager de son temps aussi chargé et de venir lui-même en personne avec une forte délégation venir égayer nos enfants. Avant la finale masculine, il y a eu d'abord la finale féminine qui a opposé l'équipe de la femme qui a battu l'équipe de Café Tour sur le score de 7-0. Les équipes finalistes ont reçu chacune un trophée et des enveloppes ainsi que des cadeaux en nature composés de jeux de maillots et de ballons de football. Un reportage signé Herman Niamien, notre correspondant dans la zone de l'Indénié et du Ablin. Au Congo central, dans l'ouest de la RDC, l'explosion d'un camion citerne dans la nuit du 14 au 15 septembre a fait plusieurs victimes. Un responsable de la société civile fait état d'au moins 15 morts, alors que le bilan officiel donné par le gouverneur de la province dans la journée évoque 9 décès et une vingtaine de blessés graves. C'est la deuxième fois qu'un accident de ce type se produit au même endroit. En 2018, une précédente explosion d'un camion-citerne avait déjà fait plusieurs dizaines de victimes. Plusieurs personnes présentent en ce moment de graves brûlures, ce qui fait craindre aux autorités et aux services de secours un bilan plus lourd. Restez avec nous, RTI 1, toujours leader sur l'information. À demain.